Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons lire ensemble une partie des Misérables de Victor Hugo, le tome 1, plus précisément le chapitre appelé Javert. On y va. Monsieur Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut. Cependant, elle finit par s'endormir. Le lendemain, vers midi, Fantine se réveilla. Elle entendit une respiration tout près de son lit. Elle écarta son rideau et vit Monsieur Madeleine, debout, qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête. Ce regard était plein de pitié et d'angoisse, et suppliait. Elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur. Monsieur Madeleine était désormais transfiguré aux yeux de Fantine. Il lui paraissait enveloppé de lumière. Il était absorbé dans une sorte de prière. Elle le considéra longtemps sans oser l'interrompre. Enfin, elle lui dit timidement: « Que faites-vous donc là ?» Monsieur Madeleine était à cette place depuis 1 heure. Il attendait que Fantine se réveillât. Il lui prit la main, lui tint le pouls et répondit: « Comment êtes-vous ? » « Bien, j'ai dormi, dit-elle. Je crois que je vais mieux, ce ne sera rien. » Lui reprit, répondant à la question qu'elle lui avait dit, comme s'il ne faisait que de l'entendre. « Je priais le martyr qui est là-haut. » Et il ajouta dans sa pensée: « Pour la martyre qui est ici-bas. » Monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Il savait tout maintenant. Il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine. Il continua: « Vous avez bien souffert, pauvre mère. Oh, ne vous plaignez pas. Vous avez à présent la dot des élus. C'est de cette façon que les hommes font des anges. Ce n'est point leur faute. Ils ne savent pas s'y prendre autrement. Voyez-vous, cet enfer dont vous sortez est la première forme du ciel. Il fallait commencer par là. » Il soupira profondément. Elle, cependant, lui souriait, avec ce sublime sourire auquel il manquait 2 dents. Javert, dans cette même nuit, avait écrit une lettre. Il remit lui-même cette lettre, le lendemain matin, au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle était pour Paris, et la suscription portait à Monsieur Chabouillet, secrétaire de Monsieur le préfet de police. Comme l'affaire du corps de garde s'était ébruitée, la directrice du bureau de poste et quelques autres personnes qui virent la lettre avant le départ et qui reconnurent l'écriture de Javert sur l'adresse et pensèrent que c'était sa démission qu'il envoyait. Monsieur Madeleine se hâta d'écrire aux Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 30 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade la réclamait. Ceci éblouit le Thénardier. « Diable, dit-il à sa femme, ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quelque jocrisse se sera amourachée de la mère. » Il riposta par un mémoire de 500 et quelques 100 francs fort bien faits. Dans ce mémoire figuraient pour plus de 300 francs 2 notes incontestables, l'une d'un médecin, l'autre d'un apothicaire, lequel avait soigné et médicamenté dans 2 longues maladies, Éponine et Azelma. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas été malade. Ce fut l'affaire d'une toute petite substitution de nom. Thénardier mit au bas du mémoire, reçu à compte 300 francs. Monsieur Madeleine envoya tout de suite 300 autres francs et écrivit: « Dépêchez-vous d'amener Cosette. » Cristi, dit le Thénardier, ne lâchons pas l'enfant. Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. Les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance. Qui a vu les bas-reliefs de Reims se souvient du gonflement de la lèvre inférieure des vierges sages regardant les vierges folles. Cet antique mépris de Vestale pour les embuées est un des plus profonds instincts de la dignité féminine. Les sœurs l'avaient éprouvé, avec le redoublement qu'ajoute la religion. Mais en peu de jours, Fantine les avait désarmées. Elle avait toutes sortes de paroles, humbles et douces, et la mère qui était en elle attendrissait. Un jour, les sœurs l'entendirent, qui disait à travers la fièvre: « J'ai été une pécheresse, mais quand j'aurai mon enfant près de moi, cela voudra dire que Dieu m'a pardonné. Pendant que j'étais dans le mal, je n'aurais pas voulu avoir ma Cosette avec moi. Je n'aurais pas pu supporter ses yeux étonnés et tristes. C'est pour elle,
pourtant que je le faisais, le mal. Et c'est ce qui fait que Dieu me pardonne. Je sentirai la bénédiction du bon Dieu quand Cosette sera ici. Je la regarderai, cela me fera du bien de voir cette innocente. Elle ne sait rien du tout, c'est un ange, voyez-vous, mes sœurs. À cet âge-là, les ailes, ça n'est pas encore tombé. Monsieur Madeleine l'allait voir 2 fois par jour, et chaque fois elle lui demandait « Verrai-je bientôt ma Cosette ?» Il lui répondait « Peut-être demain matin, d'un moment à l'autre elle arrivera, je l'attends. » Et le visage pâle de la mère rayonnait. « Oh, disait-elle, comme je vais être heureuse. Nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas. Au contraire, son état semblait s'aggraver de semaine en semaine. Cette poignée de neige appliquée à nu, sur la peau, entre les 2 omoplates, avait déterminé une suppression subite de transpiration, à la suite de laquelle la maladie, qu'elle couvait depuis plusieurs années, finit par se déclaver violemment. On commençait alors à suivre, pour l'étude et le traitement des maladies de poitrine, les belles indications de Laennec. Le médecin ausculta Fantine et hocha la tête. « Monsieur Madeleine, dit au médecin. Eh bien, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir, dit le médecin. Oui. Eh bien, hâtez-vous de le faire venir. Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda. Qu'a dit le médecin? Monsieur Madeleine s'efforça de sourire. Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. Oh, reprit-elle, il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, ces Thénardier, à me garder ma Cosette? Oh, elle va venir. Voici enfin que je vois le bonheur tout près de moi. Le Thénardier cependant ne lâchait pas l'enfant, et donnait sans mauvaise raison. Cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver, et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays, dont elle ressemblait les factures, etc., etc. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, dit le père Madeleine. S'il le faut, j'irai moi-même. Il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qui lui fut signée. Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne, on vous paiera toutes les petites choses, j'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Fantine. Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Un matin, M. Madeleine était dans son cabinet occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie pour le cas où il se déciderait à ce voyage de Montfermeil, lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police Javert demandait à lui parler. En entendant prononcer ce nom, M. Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable. Depuis l'aventure du bureau de police, Javert l'avait plus que jamais évité, et M. Madeleine ne l'avait point revu. « Faites entrer, dit-il. Javert entra. M. Madeleine était resté assis près de la cheminée, une plume à la main, l'œil sur un dossier qu'il feuilletait et qu'il annotait, et qui contenait des procès-verbaux de contravention à la police de la voirie. Il ne se dérangea point pour Javert. Il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre Fantine, et il lui convenait d'être glacial. Javert salua respectueusement Monsieur le maire, qui lui tournait le dos. Monsieur le maire ne le regarda pas. Il continua d'annoter son dossier. Javert fit 2 ou 3 pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence. Un physionomiste qui eût été familier avec la nature de Javert, qui eût étudié depuis longtemps ce sauvage au service de la civilisation, ce composé bizarre du romain, du spartiate, du moine et du caporal, cet espion, incapable d'un mensonge, ce mouchard vierge, un physionomiste qui eut sa secrète et ancienne aversion pour M. Madeleine, son conflit avec le maire au sujet de la Fantine, et qui eût considéré Javert en ce moment, se fût dit. Que s'est-il passé? Il était évident, pour qui eût connu cette conscience droite, claire, sincère, probe, austère et féroce, que Javert sortait de quelque grand événement intérieur. Javert n'avait rien dans l'âme qu'il n'eût lu aussi sur le visage. Il était comme les gens violents, sujet aux revirements brusques. Jamais sa physionomie n'avait été plus étrange et plus inattendue. En entrant, il s'était incliné devant M. Madeleine, avec un regard où il n'y avait ni rancune, ni colère, ni défiance. Il s'était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire, et maintenant, il se tenait là, debout, dans une attitude presque disciplinaire, avec la rudesse naïve et froide d'un homme qui n'a jamais été doux et qui a toujours été patient. Il attendait, sans dire un mot, sans faire un mouvement, dans une humilité vraie et dans une résignation tranquille, qu'il plut à monsieur le maire de se retourner, calme, sérieux, le chapeau à la main.
les yeux baissés, avec une expression qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge. Tous les sentiments, comme tous les souvenirs qu'on eût pu lui supposer, avaient disparu. Il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple, comme le granit, qu'une morne tristesse. Toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté. Je ne sais quel accablement courageux. Enfin, monsieur le maire posa sa plume et se tourna à demi. Eh bien, qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, Javert? Javert demeura un instant silencieux, comme s'il se recueillait, puis s'éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'excluait pourtant pas la simplicité. Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Quel acte? Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. Quel est cet agent? Demanda monsieur Madeleine. Moi, dit Javert. Vous? Moi. Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent? Vous, monsieur le maire. Monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil. Javert suivit, l'air sévère et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer, près de l'autorité, ma destitution. Monsieur Madeleine, stupéfait, ouvrit la bouche. Javert l'interrompit. Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli, je dois être puni. Il faut que je sois chassé. Et après une pause, il ajouta. Monsieur le maire, vous avez été sévère pour moi, l'autre jour, injustement. Soyez-le aujourd'hui, justement. Ah, ça. Pourquoi? S'écria monsieur Madeleine. Quel est ce galimatia? Qu'est-ce que cela veut dire? Où y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Quel tort avez-vous envers moi? Vous vous accusez, vous voulez être remplacé? Chassé, dit Javert. Chassé, soit, c'est fort bien. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre, monsieur le maire. Javert soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement. Monsieur le maire, il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux. Je vous ai dénoncé. Dénoncé? À la préfecture de police de Paris. Monsieur Madeleine, qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Javert, se mit à rire. Comment? Maire ayant empiété sur la police? Comme ancien forçat. Le maire devint livide. Javert, qui n'avait pas levé les yeux, continua. Je le croyais. Depuis longtemps, j'avais des idées, une ressemblance, des renseignements, que vous avez fait prendre à Faverolles, votre force d'airain, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu. Est-ce que je sais, moi? Des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un nommé, comment vous dites ce nom-là? Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a 20 ans, quand j'étais adjudant-garde Chaume à Toulon. En sortant du bagne, ce Jean Valjean avait à ce qu'il paraît volé chez un évêque, puis il avait commis un autre vol, à main armée, dans un chemin public, sur un petit Savoyard. Depuis 8 ans, il s'était dérobé, on ne sait comment, et on le cherchait. Moi, je m'étais figuré. Enfin, j'ai fait cette chose. La colère m'a décidé, je vous ai dénoncé à la préfecture. Monsieur Madeleine, qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants, reprit avec un accent de parfaite indifférence. Et que vous a-t-on répondu? Que j'étais fou. Eh bien, on avait raison. C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. La feuille que tenait monsieur Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable. Ah! Javert poursuivit. Voilà ce qu'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays, du côté d'Ailly-le-Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable, on n'y faisait pas attention. Ces gens-là, on ne sait pas de quoi cela vit. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez enfin n'importe. Il y a eu vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassée. On a arrêté mon Champmathieu. Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle jusqu'ici. Ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire correctionnelle, mais voici qui est de la providence. Le geôle en était en mauvais état. Monsieur le juge d'instruction trouve à propos de le faire transférer à Arras, où est la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat, nommé Brevet, qui est détenu
pour je ne sais quoi et qu'on a fait guichetier de chambre parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu, n'est pas plus tôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie. Eh mais je connais cet homme, c'est un fagot. Regardez-moi donc. Bonhomme, vous êtes Jean Valjean. Jean Valjean. Qui ça? Jean Valjean. Le Champmathieu joue l'étonné. Ne fais donc pas le saint, dit Brevet. Tu es Jean Valjean, tu as été au bagne de Toulon, il y a 20 ans. Nous étions ensemble. Le Champmathieu nie. Parbleu, vous comprenez, on approfondit. On me fouille cette aventure-là, voilà ce qu'on trouve. Ce Champmathieu, il y a une trentaine d'années, a été ouvrier et mondeur d'arbres dans plusieurs pays, notamment à Faverolles. Là, on perd sa trace longtemps. Après, on le revoit, en Auvergne, puis à Paris, où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse. Mais cela n'est pas trouvé, enfin, dans ce pays-ci. Or, avant d'aller au bagne pour vol qualifié, qu'était Jean Valjean, émondeur, où à Faverolles. Autre fait, ce Jean Valjean s'appelait de son nom de baptême Jean, et sa mère se nommait de son nom de famille Mathieu. Quoi de plus naturel que de penser qu'en sortant du bagne, il aura pris le nom de sa mère pour se cacher et se sera fait appeler Jean Mathieu. Il va en Auvergne. De là, prononciation du pays fait champ. On appelle Champmathieu, notre homme se laisse faire et le voilà transformé en Champmathieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? On s'informe à Faverolles, la famille de Jean Valjean n'y est plus. On ne sait plus où elle est. Vous savez, dans ces classes-là, il y a souvent de ces évanouissements d'une famille. On cherche, on ne trouve plus rien. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la boue, c'est de la poussière. Et puis, comme le commencement de ces histoires date de 30 ans, il n'y a plus personne à Faverolles qui ait connu Jean Valjean. On s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que 2 forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie. Cochepaille et Chêne-Dieu. On les extrait du bagne, on les fait venir. On les confronte au prétendu Champmathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux comme pour Brevet, c'est Jean Valjean, même âge. Il y a 54 ans, même taille, même air, même homme enfin. C'est lui. C'est en ce moment-là même que j'envoyais ma citation. À la préfecture, on me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras, au pouvoir de la justice. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici même ce Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction, il me fait venir, et on m'amène le Champmathieu. Eh bien, interrompit monsieur Madeleine. Javert répondit avec son visage incorruptible et triste. Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché. Mais cet homme-là, qui est Jean Valjean, moi aussi je l'ai reconnu. Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. Vous êtes sûr? Javert se mit à rire, de ce douloureux rire qui échappe à une conviction profonde. Oh, sûr. Il demeura un moment pensif, prenant machinalement des pincées de poudre de bois dans la sébille à sécher l'encre qui était sur la table, et il ajouta. Et même maintenant que je vois le vrai Jean Valjean, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire, en adressant cette parole suppliante et grave à celui qui, 6 semaines auparavant, l'avait humilié en plein corps de garde et lui avait dit sortez. Javert, cet homme hautain, était à son insu plein de simplicité et de dignité. Monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque. Et que dit cet homme? Ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Enjamber un mur, casser une branche, chipper des pommes. Pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Escalade et vol, tout y est. Ce n'est plus la police correctionnelle, c'est la cour d'assises. Ce n'est plus que quelques jours de prison, ce sont des galères à perpétuité. Et puis, il y a l'affaire du petit Savoyard, que j'espère bien qu'il reviendra. Diable, il y a de quoi se débattre, n'est-ce pas? Oui, pour un autre que Jean Valjean, mais Jean Valjean est un sournois. C'est encore là que je le reconnais. Un autre sentirait que c'est la chauffe. Il se démènerait, il crierait. La bouilloire chante devant le feu. Il ne voudrait pas être Jean Valjean. Lui, il n'a pas l'air de comprendre. Il dit: je suis Champmathieu, je ne sors pas de là. Il a l'air étonné. Il fait la brute. C'est bien mieux. Oh, le drôle est habile, mais c'est égal. Les preuves sont là. Il est reconnu par 4 personnes. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras. Je vais y aller pour témoigner, je suis cité. Monsieur Madeleine s'était remis à son bureau, avait ressaisi son dossier et le feuilletait tranquillement.
lisant et écrivant tour à tour comme un homme affairé. Il se tourna vers Javert. Assez, Javert. Au fait, tous ces détails m'intéressent fort peu. Nous perdons notre temps. Et nous avons des affaires pressées, Javert. Vous allez vous rendre, sur le champ, chez la bonne femme Buissaupied, qui vend des herbes au coin de la rue Saint-Saulve. Vous lui direz de déposer sa plainte contre le charretier, Pierre Chenelon. Cet homme est un brutal, qui a failli écraser cette femme et son enfant. Il faut qu'il soit puni. Vous irez ensuite chez Monsieur Charcelet, rue Montre de Champigny. Il se plaint qu'il y a une gouttière de la maison voisine qui verse l'eau de la pluie chez lui et qui affouille les fondations de sa maison. Après, vous constaterez des contraventions de police qu'on me signale rue Guibourg, chez la veuve Doris, et rue du Garrot Blanc, chez madame Renée Le Bossé. Et vous dresserez procès-verbal. Mais je vous donne là beaucoup de besogne. N'allez-vous pas être absent? Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à Arras pour cette affaire dans 8 ou 10 jours? Plutôt que cela, monsieur le maire. Quel jour donc? Mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugerait demain et que je partais par diligence cette nuit. Monsieur Madeleine fit un mouvement imperceptible. Et combien de temps durera l'affaire? Un jour tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain, dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt, qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon, dit monsieur Madeleine, et il congédia Javert d'un signe de main. Javert ne s'en alla pas. Pardon, monsieur le maire, dit-il. Qu'est-ce encore? Demanda monsieur Madeleine. Monsieur le maire, il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle? C'est que je dois être destitué. Monsieur Madeleine se leva. Javert, vous êtes un homme d'honneur, et je vous estime. Vous exagérez votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. Javert regarda monsieur Madeleine avec sa prunelle candide, au fond de laquelle il semblait qu'on vit cette conscience peu éclairée, mais rigide et chaste, et il dit d'une voix tranquille: Monsieur le maire, je ne puis vous accorder cela. Je vous répète, répliqua monsieur Madeleine, que la chose, elle me regarde. Mais Javert, attentif à sa seule pensée, continua. Quant à exagérer, je n'exagère point. Voici comment je raisonne. Je vous ai soupçonné. Injustement. Cela n'est rien. C'est notre droit à nous autres de soupçonner. Quoiqu'il y ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi, mais sans preuve, dans un accès de colère, dans le but de me venger, je vous ai dénoncé comme forçat, vous, un homme respectable, un maire, un magistrat. Ceci est grave, très grave. J'ai offensé l'autorité, dans votre personne, moi, agent d'autorité. Si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait, je l'aurais déclaré indigne du service et chassé. Tenez, monsieur le maire, encore un mot. J'ai souvent été sévère dans ma vie pour les autres. C'était juste, je faisais bien. Maintenant, si je ne suis pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendra injuste. Est-ce que je dois m'épargner plus que les autres? Non. Je n'aurais pas été bon à châtier autrui. Maintenant, monsieur le maire, je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté. Votre bonté m'a fait assez de mauvais sang. Quand elle était pour les autres, je n'en veux pas pour moi. La bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois, à l'agent de police contre le maire, à celui qui est en bas contre celui qui est en haut. C'est ce que j'appelle de la mauvaise bonté. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise, mon Dieu. C'est bien facile d'être bon. Le malaise, c'est d'être juste. Allez, si vous aviez été ce que je croyais, je n'aurais pas été bon pour vous, moi. Vous auriez vu, monsieur le maire. Je dois me traiter comme je traiterais tout autre. Quand je réprimais des malfaiteurs, quand je sévissais sur des gredins, je me suis souvent dit à moi-même, toi, si tu bronches, si jamais je te prends faute, sois tranquille. J'ai bronché, je me prends faute, tant pis. Allons, renvoyer, casser, chasser, c'est bon. J'ai des bras, je travaillerai la terre, ça m'est égal. Monsieur le maire, le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution. Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu, qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange, honnête homme. Nous verrons, fit monsieur Madeleine. Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Il ajouta entre ses dents. Mouchard, oui. Du moment où j'ai mesuré la police, je ne suis plus qu'un mouchard.
Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Là, il se retourna, et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant, ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor. Merci à tous, à bientôt.